Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus à cette édition d'information et surtout merci pour votre confiance sans cesse à renouveler. Le torchon brûle au centre de formation et de perfectionnement professionnel d'Nkembo. Un syndicat du dit établissement réclame le paiement de leurs dernières vacations et pour ce faire, les barricades ont été érigées. Le constat a été fait par Fabiola Mengue et Fleury Asseonda. Selon quelques indiscrétions, il n'y aurait eu ni préavis formellement adressé à la hiérarchie, ni manière verbale, mais contre toute attente, la direction du centre professionnel de Nkembo est brusquement rentrée en grève ce matin, obligeant les étudiants de ce dit établissement à rebrousser chemin. Nous, personnel de l'ANFPP, membres de Cinetec Pro, syndicat national des enseignants techniques et professionnels, nous ne nous reconnaissons pas dans le pseudo-mouvement de grève lancé par l'ex-secrétaire général du ministère du Travail, de l'Emploi et de la formation professionnelle, Mme Ranjumba, et l'actuel directeur de cabinet du même ministre. Nous ne comprenons pas quelles sont les motivations de ces hauts fonctionnaires de l'État qui incitent un syndicat jaune, le nommé Cinepfop, à fermer le bureau du PCA de l'ANFPP et de les instruire à fermer le portail de l'ANFPP, du complexe Basile Ondimba, au prétexte qu'ils revendiqueraient des vacations. Ils n'ont pas été obligés de prendre part aux examens et tous les personnels ne sont pas considérés, n'attendent pas ces vacations-là. Donc au-delà de ces revendications, nous avons les vrais problèmes dans les centres de formation professionnelle. Nous avons les problèmes de matières d'œuvre qui sont quasi inexistantes. Nous avons les problèmes des produits techniques qui sont obsolètes. Nous avons le problème d'adduction d'eau, les lieux d'aisance qui n'existent quasiment pas. La matière fécale se trouve jonchée derrière les bâtiments administratifs. Ils viennent ici, ils incitent même les stagiaires à revendiquer les bourses. Et nous disons, si le ministre n'est pas complice de cette situation, il est temps que le ministre prenne ses responsabilités. Tant qu'ils sont chacun un agenda caché, autant qu'ils sont chacun un agenda caché. Les administratifs espèrent certainement avoir des postes plus élevés qu'ils ont actuellement. Et ces syndicats jaunes sont à la quête des fonctions administratives. Alors, nous disons que dans un passé récent, le Premier ministre, chef du gouvernement, avait instruit le porte-parole du gouvernement à démettre un syndicaliste parce qu'il disait que les fonctions administratives ne sont pas compatibles aux fonctions syndicales. Mais il se trouve qu'au niveau de la formation professionnelle, il y a un cas école où ce sont des administratifs qui jouissent de leurs fonctions syndicales au su du Premier ministre. Il est temps que lui aussi, à son niveau, il prenne ses responsabilités. Pourtant, cet établissement qui a reçu il y a quelques mois le ministre de tutelle louait l'initiative du membre du gouvernement qui est venu toucher du doigt les réalités de ce centre, visite au cours de laquelle seul le dysfonctionnement du plateau technique avait été signalé. Le reste des questions liées à l'aspect financier, notamment le paiement des vacations, n'a été abordé. D'où l'on s'interroge sur les motivations réelles de cette grève. En tout état de cause, nous y reviendrons très prochainement. Nous restons toujours dans le même volet suite aux 57% prélevés sur leurs primes. Les membres de la Fédération des syndicats des régies financières et des administrations assimilées FESIREFA décident de durcir leur mouvement de grève pour une durée de 8 jours. Entre-temps, un dialogue a tout de même été établi entre les membres des régies financières et le gouvernement. Jusqu'à ce jour, les deux parties n'arrivent pas à accorder leur violon. Les précisions avec Audrey Mébiam et Yasser Nicolandon. La Fédération des syndicats des régies financières et administrations assimilées, FESIREFA, durcit le ton. En effet, cette décision découle du constat fait lors de la paye de leur bonus le vendredi 10 de ce mois, qui correspond à une somme dont ils affirment ne pas connaître les textes à base desquels a été calculé ou alloué à chaque agent. Une amputation de 57% sur leur prime, qui est le principal point qui fâche. Suite à cela, la FESIREFA réclame que la transparence soit faite en ce qui concerne le traitement de leurs primes.
c'était le vendredi 10 du mois de novembre, et au moment où nous attendons d'être payés, parce que nous avons travaillé et que nous avons fait rentrer de l'argent dans les caisses de l'État, nous avons constaté que nos primes ont subi une amputation de 57%. Et donc suite à cette amputation, les agents se sont levés comme un seul homme pour dire non à cette amputation à la Chambre de commerce. Et c'est pourquoi nous avons donné un avertissement au gouvernement, c'est-à-dire il s'agit d'une grève de 8 jours. 8 jours d'avertissement qui a commencé le 15 et qui s'achève le vendredi 24 novembre. Voici les raisons pour lesquelles nous sommes là. Ce qu'il faut à l'heure actuelle, c'est qu'à la date du vendredi 10 novembre, il y a eu l'hécatombe dans les régies financières. Et par conséquent, nous avons eu des personnes qui ont eu des AVC. D'autres ont été hospitalisées. Rappelons que ce nouveau système variable de primes avait été signé par 3 ministres et l'intersyndicale. Un protocole d'entente catégoriquement rejeté par la FESIREFA. Les négociations ont tout de même été entamées entre le ministre de l'économie, le secrétaire général du budget, le secrétaire général adjoint du ministre de l'économie et la dite fédération. Des échanges conditionnés sur la base de remboursement des 57% prélevés sur leurs primes avant toute discussion d'une part et d'autre part une proposition de suspension de grève est rentrée en négociation pour les dirigeants. Le couteau est donc tiré des deux côtés et les régies financières n'entendent pas faiblir pour leur part si le paiement intégral de leurs primes n'est pas effectif. La fenêtre ouverte de cette édition d'information nous amène à parler des professions que doivent pratiquer la gente féminine, surtout lorsqu'il faudra joindre l'activité professionnelle et maritale. Les précisions avec Marc-Grégor Massala. Nombreuses sociétés ont accompli des progrès s'engageant petit à petit à supprimer des formes tenaces de discrimination contre les femmes. Cette problématique sur les comportements discriminatoires de la gente féminine sur le plan professionnel tend à se dissiper dans certains pays. C'est le cas du Gabon, dont la volonté du chef de l'État est de prôner la décennie de la femme. Aujourd'hui, les faits parlent d'eux-mêmes. Nous avons la présidente de la Cour constitutionnelle, une femme à la tête de la deuxième chambre du Parlement Sénat, à l'hôtel de ville de Libreville et d'Ovendo, pour ne citer que cela. Toutefois, l'on en vient à s'interroger si la femme doit être exemptée de certaines professions qui l'empêcheraient de jouer convenablement son rôle de femme, de mère au foyer. En baladant notre micro, nous avons recueilli des avis divergents. Je pense que la femme doit tout faire, parce qu'en ce moment, avec la crise qui s'annonce, je vois que si la femme ne se bat pas, je ne vois pas comment elle n'arrivera pas à se sortir. Hein. La femme peut faire ce qu'elle peut. Hein. Tout ce qui est possible qu'elle fasse, elle peut le faire. On ne va vraiment pas la mettre en marge de certaines choses dont elle est capable de faire. Elle-même, elle voit ce qu'elle peut faire. Si d'aucuns sont pour, il n'en demeure pas moins que d'autres soient contre cette situation qui aurait plusieurs origines. Et quand je pense qu'il y a des conséquences, peut-être il y a des enfants qui seront laissés, le mari peut-être qui pourra se plaindre. Il y a d'autres hommes qui, quand il a épousé une femme, être à la maison, c'est pour le ménage, et s'occuper des enfants, s'occuper de lui. Bon, du moment où si elle travaille déjà, elle ne pourra pas faire tout ça. La femme doit donc s'occuper de ses enfants dans un climat d'affection et de tendresse, favorisant l'épanouissement de la cellule familiale en aménageant son emploi du temps au-delà de ses différentes fonctions. En négligeant ces aspects, cela engendrerait à terme l'éclatement du cocon familial. Sur un tout autre plan, la délinquance juvénile et la violence en milieu scolaire demeurent une préoccupation pour les autorités compétentes du pays et différentes mesures ont été prises pour éradiquer ce fléau qui ronge nos collèges et lycées. Parmi ces moyens mis en place, la fouille systématique des élèves devant les entrées des établissements avant d'accéder aux salles de classe préconisées par l'Agence gabonaise de sécurité scolaire. Une mesure qui peine à s'affirmer. Le constat a été fait par Sibyl Mengue. La lutte contre l'insécurité en milieu scolaire préoccupe plus d'un. C'est dans cette optique que l'Agence gabonaise de sécurité scolaire a mis en place, en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale, une fouille systématique des élèves des collèges et lycées publics avant d'accéder aux salles de classe.
Des agents ont donc été déployés à l'entrée des établissements pour la mise en pratique de cette mesure, tels qu'au lycée Pauline Djengunju, le lycée national Eomba et le lycée technique national Omar Bongo Ondimba. De nombreux cas d'agression à l'arme blanche ou de vente de substances illicites dans la plupart des établissements secondaires, notamment à Libreville, ont donc amené l'AGAS à maximiser pour lutter contre la délinquance juvénile qui prend des proportions inquiétantes dans nos lycées et collèges. Mais ce système, encore à sa phase expérimentale, peine à s'affirmer. À quelques semaines de la fin du premier trimestre, l'on assiste, impuissant, à la disparition de cette mesure. Et pourtant, durant les premiers jours de classe, les agents de sécurité déployés étaient bel et bien présents à leur poste, fouillant au cas par cas chaque élève. Une action qui, selon les responsables de l'AGAS, avait permis une saisie de nombreux objets dangereux durant la dite période. Mais aujourd'hui, il n'en est plus rien. Et l'on pourrait s'interroger sur les raisons qui, jusqu'à ce jour, demeurent inconnues. La phase expérimentale de cette mesure, qui ne s'applique pour l'instant qu'à Libreville, s'essouffle déjà à la moitié du premier trimestre. Qu'en sera-t-il du reste des établissements secondaires à travers le pays? L'AGAS, qui a entre autres mission d'accompagner le gouvernement à faire en sorte que les élèves aient une année scolaire paisible, serait-elle en perte d'efficacité? Autant de questions qui peuvent laisser perplexes. Les communicateurs catholiques réunis durant 3 jours à l'occasion de la 2e session des communicateurs de la conférence épiscopale organisée sous le thème « La vérité vous rendra libre pour un journalisme de paix ». Les précisions avec Pierre Parfait en Badikombe. Ouverture de la 2e session des communicateurs de la conférence épiscopale après celle du 24 mai 2016. Une session placée sous la présidence de Monseigneur Mathieu Madega et coordonnée par l'abbé Serge Patrick Mabikassa. Durant 3 jours, les communicateurs catholiques qui se laissent guider dans leur conscience par l'enseignement du Christ plancheront sur une question essentielle. Comment le journaliste peut-il œuvrer en tant qu'acteur de la paix? Nous attendons effectivement au niveau de l'Assemblée plénière qui va se tenir en janvier 2018, toutes les propositions qui seront faites lors de cette session pour nous aider effectivement à mieux organiser le secteur communication dans l'église qui est au Gabon. Et comme le disait tout à l'heure le président dans son message qu'il a laissé, la communication est un outil important à l'évangélisation aujourd'hui. Donc c'est une manière pour l'église de faire connaître la joie de l'évangile, de communiquer davantage la joie de l'évangile. Je crois que c'est l'objectif principal. Occasion également pour ces communicateurs de réfléchir sur les processus de mutualisation des médias catholiques. Il faut retenir que la conférence épiscopale, dans l'organisation de ces commissions, parce qu'il y a plusieurs commissions de la conférence, il y a la commission jeunesse, la pastorale des jeunes, il y a la commission santé, il y a la commission médias catholiques et culture, tourisme. Et nous, dans cette rencontre, nous voulons réfléchir sur un atelier, voir comment est-ce que le journaliste peut être un acteur de la paix. Saint Jean nous dit dans son évangile, la vérité vous rendra libre. Et donc c'est ce message que le pape François, en horizon pour la célébration de la journée mondiale des communicateurs pour l'année 2018, est en train de mettre sur pied pour que, et déjà nous aussi, nous donnons de réfléchir en atelier pour voir comment est-ce que, à la lumière du catéchisme de l'Église catholique dans son chapitre 3, portant sur le 8e commandement, nous donne cet enseignement, nous a donné Monseigneur Mathieu, le président de la commission, pour que nous puissions être au service de la vérité, parce qu'il n'est pas question de les informer, il est question de former les gens, d'informer, en disant vrai, en usant de la charité, parce que souvent aussi, ce qui manque dans l'information, c'est la charité. Les participants à cette 2e session des communicateurs de la conférence épiscopale viennent des différents diocèses de notre pays. Mouila, Franceville, Oyem, Makokou, Port-Gentil et surtout de Libreville.
La conférence épiscopale fonctionne avec 4 organes, l'assemblée plénière des évêques, le secrétariat général et les commissions épiscopales instituées au sein des conférences épiscopales pour étudier et faire des propositions à l'assemblée plénière des évêques. En politique, depuis quelques jours, le Parti démocratique gabonais procède au renouvellement de ses responsables suite à la demande et aux orientations du distingué camarade de tout simplement passer par le choix de la base. Les résultats donnent déjà des grincements de dents. Les précisions dans ce reportage signé Euphrem Biogezo. Des congrès provinciaux convoqués par la hiérarchie du Parti démocratique gabonais à la va-vite, ceci s'apparente aux yeux des observateurs bien avertis comme un règlement de compte à l'endroit de ceux-là qui n'ont pas joué franc jeu lors de la dernière élection présidentielle d'août 2016. Celui qui incarne les règnes de cette formation politique, vieille de plus de 50 ans, a notamment décidé de donner la voix à la base en choisissant elle-même les hommes et femmes censés les représenter, elle qui se voyait le plus souvent marginalisée. Au regard de ces scénarios savamment bien préparés, le distingué camarade a-t-il finalement décidé de tourner la page? Cette question que nul ne peut répondre pour le moment trouve enfin sa réponse au sein du Mogabo. Ces précurseurs aux dents longues et aiguisées peuvent enfin se frotter les mains. La mise à l'écart des personnalités plus ou moins gênantes du Parti démocratique gabonais est en marche. Les premières victimes sont déjà connues. Alain Barné, l'actuel président de l'Assemblée nationale, a perdu sa bataille face à un challenger moins attendu. Même son de cloche du côté de la commune d'Akanda. À la Fédération A, Marie-Thérèse Vanet, elle aussi battue aux urnes par Jean-Marie Ogandaga. Ces états de fait pourraient en cacher bien d'autres mésaventures qui attendent notamment les pédégistes au cours de ces élections internes. Même son de cloche à Lambaréné où les militants du Parti démocratique gabonais étaient aux urnes le week-end écoulé pour élire les membres du bureau politique, du Conseil national et du comité central. Un scrutin marqué par la victoire ici dans le premier arrondissement du candidat Joël Ogouma face à Richard Auguste Onouvier. Les précisions avec nos confrères de G3 RTV Lambaréné. Initialement prévu pour démarrer dès 7 h samedi 18 novembre 2017, c'est finalement vers 10 h que les militants PDG de la commune de Lambaréné ont commencé à choisir leurs membres du bureau politique, du Conseil national et du comité central. Le scrutin, marqué par la victoire ici dans le premier arrondissement, à un cheveu près du candidat Joël Ogouma face à Richard Auguste Onouvier au bureau politique, a été caractérisé par plusieurs incidents, voire des irrégularités. La présence dans l'isoloir à un moment donné de certains organisateurs pour influencer le choix des électeurs, le transport des populations d'horizons divers, l'établissement jusqu'à minuit de faux récépissés, autant d'anomalies qui semblent avoir entaché le scrutin dans la ville du Grand Blanc. Sur les lieux, la coordonnatrice du bureau du Conseil provincial du Moyen-Ogooué a déploré cette situation. Ça ne désemplit pas. Nous avons des milliers et des milliers de militants enrôlés. Et l'inquiétude que nous avons, c'est qu'il semblerait qu'il y a beaucoup de cas de fraude sur les récépissés. Nous avons du mal à contrôler les récépissés parce qu'il y a plusieurs signataires. Contrairement aux autres provinces où les signataires des récépissés étaient principalement le secrétaire national ou le secrétaire provincial, nous avons des récépissés signés par des fédéraux. Donc nous ne pouvons pas gérer l'authenticité de tous ces récépissés. S'agissant du deuxième arrondissement de la commune de Lambaréné, le scrutin s'est déroulé sans heurts. Janvier Nguema-Mbumba, membre du bureau politique sortant, candidat à sa propre succession, a remporté la victoire. Je ne suis pas un cacique. Je suis pédégiste et je reste pédégiste. L'histoire retiendra qu'il ne faut pas faire de la politique aventureuse.
dangereuse. Il faut être dans un parti pour apporter, pas du plomb, mais de la liberté, qui est une notion métaphysique d'ordre général. Le Parti démocratique gabonais est bien implanté dans la province du Moyen-Ogooué. Reste à présent aux militants de démontrer leur attachement aux actions initiées par le président de la République Ali Bongo Ondimba pour redynamiser cette formation politique. La politique, c'est aussi hors de nos frontières. Les Zimbabwéens se sont retrouvés autour du pasteur Ewan Mawarire pour prier pour la nation et les anciens combattants, quant à eux, demandent la démission du président Robert Mugabe. Les précisions avec nos confrères de la presse internationale. Aujourd'hui, nous allons prier pendant 1 heure pour notre nation, le Zimbabwe. Un Zimbabwe sans dictateur. Pour nous tous, être ici ensemble est un miracle. Avant, ce n'était pas possible. Nous aurions été battus et arrêtés si nous nous étions rassemblés pour prier pour notre pays. Il prie tous les jours au cœur d'Harare sous la direction d'Ewan Mawarire. Le pasteur au drapeau a été plusieurs fois emprisonné pour avoir critiqué le régime. Il profite du vent de liberté. Ce que je ne veux pas et ce que personne ne souhaite, c'est que les gens se désengagent, qu'ils renoncent et qu'ils disent « ça ne fonctionne pas ». Non, nous ne sommes pas découragés. Nous sommes plus déterminés que jamais. Tout le monde maintient la pression, les anciens combattants aussi. Si le président ne démissionne pas, ils redescendront dans la rue avec le soutien de l'armée, dont la tâche est délicate. Le président Mugabe devrait démissionner. C'est la meilleure chose qu'il pourrait faire. S'il espère que l'armée tire sur le peuple du Zimbabwe, ça n'arrivera pas. L'armée ne tirera jamais sur ses concitoyens, jamais. Je ne vois pas pourquoi cela changerait aujourd'hui juste parce qu'un vieil homme, un homme fou, ne veut pas quitter le pouvoir. Encadrés par l'armée, les Zimbabwéens n'ont peur de rien. Les anciens combattants assurent qu'ils peuvent mettre dans la rue 2 fois plus de monde que le 18 novembre. Mais la solution ne sera pas militaire, elle sera politique. Les députés du parti au pouvoir vont bientôt se prononcer sur une motion de défiance au Parlement contre le chef de l'État. Harare a retrouvé son calme, mais l'incertitude persiste parmi la population qui vient de vivre des journées sans pareil. Les gens ne savent pas ce qui les attend. Mais selon moi, la meilleure solution pour résoudre cette crise, c'est la destitution. La priorité aujourd'hui, régler la crise sans effusion de sang. En Amérique, gourou psychopathe Charles Manson se prenait pour Christ, arrêté puis condamné à mort après plus de 40 ans passés derrière les barreaux. Il décède de suite d'une longue maladie. Les précisions avec nos confrères de la presse internationale. Au nid des États-Unis, son visage était resté le symbole de l'horreur. Gourou psychopathe, Charles Manson se prenait pour le Christ. Dans les années 60, il crée la Manson Family, une secte en Californie. Il incite ensuite ses adeptes, de jeunes femmes pour la plupart, à assassiner au hasard les habitants de quartiers chics et blancs de Los Angeles. Parmi eux, l'actrice Sharon Tate. Alors enceinte de 8 mois, l'épouse de Roman Polanski est tuée à l'arme blanche, avec 4 amis du couple, au cours de l'été 1969. La nuit suivante, les adeptes de Manson poursuivent leur équipée meurtrière et tuent 2 autres personnes. Lors de son procès, Charles Manson ne manifeste aucun repentir. Condamné à mort, il voit sa peine commuée en prison à vie en 1972. Après plus de 40 ans derrière les barreaux, il est décédé en détention des suites d'une longue maladie. De retour à Libreville, parlons à présent de sport avec la poursuite du championnat de Détroit dans sa 2e journée au stade d'Onzengayong. À l'affiche, les Vautours étaient face au centre de formation foyer de football et d'animation de Libreville. Score final 4-1 en faveur des Vautours. Les précisions dans ce reportage mis en image par Bertrand Nkumileka. Les férus du ballon rond ont pris d'assaut le stade d'Onzengayong pour prendre part à la 2e journée du championnat de Détroit, qui a mis aux prises l'équipe des Vautours des forces de police vêtues de bleu à celle du centre de formation foyer du football et d'animation de Libreville, de rouge vêtu. Pour les Bleus, la première période a permis d'étudier les points faibles de l'adversaire du jour en vue d'une meilleure entrée dans le match.
La seconde période était le moment propice pour les vautours de sortir ce qu'ils avaient dans les tripes avec l'ouverture du compteur but. L'expérience, la bonne préparation et l'impact physique des poulains du coach Combassir ont marqué la différence pour une victoire cash, même si pour l'adversaire cela n'est qu'un faux pas. Pas vraiment exploit parce qu'on s'est préparé en conséquence. C'est juste quoi, on va dire quoi, féliciter, on va dans la continuité de ce qu'on avait déjà commencé par rapport à certains tournois auxquels on n'a pris part. C'est juste le retour. En fait, on était déjà là il y a quelques années. Là, nous effectuons notre retour avec la volonté de nos autorités. Pour le commandant en chef de la police, les vautours reviennent avec des nouvelles ambitions pour cette saison sportive après 15 ans d'absence sur l'aire de jeu. Nous voulons être une équipe de référence. Vous savez, nous reprenons le championnat après 15 longues années d'absence. C'est pour ça justement nous commençons par la 3e division. Mais nos ambitions sont simples. C'est d'abord de faire bonne figure et ensuite la saison prochaine d'espérer jouer les premiers rôles. Que je voudrais rendre au sport ce qu'il m'a apporté. C'est la raison pour laquelle j'ai largement milité pour la reconduction de cette équipe de football. Bon, là, pour ce qui concerne le match de cet après-midi, vous avez bien vu qu'il y a eu beaucoup d'impact physique. Donc, c'est ça notre marque de fabrique. Ça va être beaucoup d'impact. Et je pense que c'est avec beaucoup d'impact physique que nous arriverons justement à faire bonne figure. Au terme de la rencontre, les deux équipes se séparent sur un score final de 4-1 en faveur des vautours. Une véritable satisfaction pour le président de la Ligue de football de l'Estuaire. Êtes-vous prêt à vous engager dans une relation matrimoniale dont le travail du conjoint vous sépare régulièrement? Nous sommes là dans votre rubrique Expression libre, les avis des uns des autres au micro de Rosine J. Angwe face à la caméra de Fleury Asseondo. Êtes-vous prêt à vous engager dans une relation matrimoniale qui vous sépare régulièrement? Non, je ne peux pas. Parce que je veux que tout le temps je vais être avec mon mari. Oui, pourquoi pas. Si c'est pour contribuer aussi au bien et au bon fonctionnement de notre ménage. C'est pas mauvais. Tout ça, c'est pour que les uns et les autres puissent au moins contribuer au moins à l'épanouissement du foyer. Non. J'ai dit non parce que je suis un chrétien. Je connais les réalités et je connais tout ce qui se passe dans le mariage. Et en tant que chrétien, un homme discerné, je ne peux pas m'engager. Quelque chose qui va m'amener, comment dirais-je, ce qui va me faire séparer avec celle que j'ai choisie comme femme. Bonjour. Oui. Êtes-vous prêt à vous engager dans une relation matrimoniale qui vous sépare régulièrement? Non, je ne suis pas sûre parce que je ne peux pas laisser mon compagnon être de l'autre côté de la mer et moi je serai ici. Non, je ne peux pas parce que le mariage c'est à deux, c'est pas à un, mais je ne peux pas. Mais oui, mais vous savez, quand par exemple, si votre épouse travaille, vous êtes aussi obligé de supporter. Vous êtes obligé de supporter quelles que soient les conditions. Le travail, c'est pour vous deux. Mais ce n'est pas régulièrement de mon homme. Il est inadmissible. Je ne viens pas pour épouser la maison, je viens d'abord pour épouser ma personne. Imaginez-vous aujourd'hui, j'entretiens une relation où la personne n'est pas toujours là. À quoi ça sert? Donc je dis, je ne peux pas m'engager dans une telle relation. Parce que c'est vrai, de fois on est là, il faut garder la maison, mais parfois vous avez besoin de votre homme. Ce qui veut dire qu'on ne vient pas épouser la maison, on vient épouser son homme. En un mot, je ne peux pas accepter une telle relation. Dans tous les cas, le débat continue dans vos ménages. Nous mettons un terme à cette édition d'information réalisée de Grand Maître par David Mitola. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur TVS, la télévision qui voit toujours plus loin.